Salut les amis, bienvenue dans cet épisode du Choucroute Garage. Aujourd'hui, on va parler de la Tesla Model 3 et on va essayer de découvrir pourquoi elle est la meilleure voiture électrique en production au monde. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai constaté que 60% des gens qui visionnent les vidéos ne sont pas abonnés. Pensez à le faire, ça m'aiderait beaucoup. Merci. Même si les esprits grincheux veulent trouver tous les défauts du monde aux produits d'Elon Musk, force est de constater que la Tesla Model 3 est la voiture électrique la plus efficace au monde. Équipée d'une batterie au maximum de 74 kWh, elle en fait le meilleur usage. Même le modèle Standard Range Plus, qui est la base de la gamme aujourd'hui, va avoir une autonomie de 409 km pour une batterie de 52 kWh. Si on le rapportait aux 64 kWh d'une Kia e-Niro par exemple, on serait à plus de 505 km d'autonomie. Mais comment les ingénieurs Tesla sont-ils arrivés à un tel résultat? On pourrait penser à l'aérodynamique parce que la Model 3 est plutôt bien pourvue dans ce domaine. Mais alors ça voudrait dire que la Ioniq ou la Taycan feraient tout aussi bien, ce qui est loin d'être le cas. Toutefois, certains me diront que la Ioniq est effectivement plus efficace qu'une Model 3 ou en tout cas équivalente. Ce n'est pas totalement faux lorsque l'on reste dans une éco-conduite. Mais si on conduit aux allures normales, à savoir aux limitations de vitesse et en particulier à 130 km/h sur l'autoroute, ce n'est plus tout à fait le cas. Tous ceux qui ont déjà conduit une voiture électrique et qui ont conduit par la suite une Tesla pourront attester qu'il y a une réelle différence. Essayez de louer une voiture électrique pendant une semaine, roulez-la de manière normale, faites la même chose la semaine suivante avec une Tesla, ils vont m'en dire des nouvelles. Le poids alors? Bah non, parce que toutes ont à peu près le même poids. Et c'est lié à la taille des batteries. Alors c'est les batteries. Il y a sûrement un peu de cela. Mais à ce jour, les développements technologiques des batteries sont liés non pas à leur performance, mais à leur coût et à leur facilité de production. Chez Tesla, on travaille d'ailleurs plus sur le remplacement du cobalt que sur les performances énergétiques des batteries. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est de réaliser des batteries 100% écologiques qui ont un cycle de vie très long, ayant une autonomie correcte. Du coup, on a un peu fait le tour parce que pour tout le reste, finalement, les voitures électriques sont des voitures électriques. En dehors du style, de la philosophie de la marque et des batteries, rien ne différencie une voiture d'une autre. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait penser, et c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'il y a encore une spécificité très importante. Ce sont les moteurs. Pour les voitures électriques, on oublie souvent ce point-là parce qu'on estime qu'un moteur électrique, c'est un moteur électrique. Et on va voir que c'est pas du tout le cas. Le premier dispositif s'apparentant à un moteur électrique s'appelait la roue de Barlow. Elle a été conçue en 1822 par un mec qui s'appelle Peter Barlow. Bah oui. Il s'agissait d'un simple disque métallique découpé en étoiles qui baignait dans un flux magnétique créé par une électrode en mercure. Ce champ magnétique suffisait à faire tourner cette roue, mais ne donnait aucune puissance. Donc il n'y avait pas d'utilité en termes de moteur électrique. Son principe sera pourtant utilisé pour développer les ralentisseurs électromagnétiques qu'on trouve sur les poids lourds, et en particulier ceux de la marque Telma. Pour ceux qui connaissent les poids lourds, ils en ont déjà forcément vu ou utilisé. Les premiers moteurs électriques utilisables ont été développés dans les années 1830 par messieurs Sturgeon et Davenport. Il s'agissait de moteurs à courant continu, alimentés par des batteries. Ils ne purent trouver de marché parce que les batteries avaient un coût exorbitant à cette époque-là et des capacités ridicules. En 1864, Antonio Pacinotti se rend compte que le moteur électrique est réversible. C'est-à-dire que si on le fait tourner à la main, il produit du courant. C'est ni plus ni moins que le principe de la dynamo. Et en fait, il se rend compte que sous certaines conditions, un moteur peut devenir dynamo et une dynamo peut devenir moteur. C'est entre 1869 et 1873 que le Belge Zenob Gramme travaille à améliorer ses moteurs. La machine de Gramme est également réversible, ce qui lui permet parfois de se passer de batterie. Le premier test de la machine de Gramme a d'ailleurs été fait sans batterie. On a mis en place un générateur qui fonctionnait au fil de l'eau, on a tiré une ligne électrique de 2 km et on a fait tourner un moteur électrique à 2 km de là. Ceci a permis aux moteurs électriques d'avoir un réel succès commercial et de commencer à se développer dans l'industrie. Malgré leurs limitations, les moteurs électriques à courant continu deviennent les rois de la production de mouvement
dans l'industrie pendant des dizaines d'années. Ne nécessitant pas d'électronique complexe pour les piloter, ils étaient suffisamment simples pour être utilisés partout et demander un petit peu d'entretien. Ces moteurs à courant continu ont été utilisés dans la jamais contente, première voiture à avoir dépassé le 100 km/h, également dans d'autres marques pendant des décennies, jusqu'à arriver à la dernière voiture disposant d'un moteur à courant continu, qui était la 106 électrique dans les années 1990. Le système étant limité à 48 ou 96 volts, on utilisait donc les moteurs à courant continu pour des voitures électriques à basse vitesse et sur des petits trajets. Il a fallu remplacer ces moteurs à courant continu par des unités plus efficaces. Et c'est là qu'entre en jeu Nikola Tesla, avec une invention qu'il a faite en 1886. Appelé moteur synchrone ou à aimant permanent, ce moteur se retrouve dans les Prius, dans les Zoé ou dans les Nissan Leaf, en passant par les hybrides ou les électriques du constructeur Kia Hyundai. Cet aimant permanent est généralement fabriqué à partir de métal ordinaire, comme de l'acier, et de terres rares, comme le néodyme ou le dysprosium. Pourquoi utiliser ces deux matériaux? Tout simplement parce que ça permet de réduire la taille du rotor et d'avoir le même effet magnétique. Je vais faire une petite parenthèse sur ces deux métaux, parce qu'il ne s'agit ni de terre et ils ne sont pas rares. Waouh! Eh oui! Il s'agit simplement de métaux qui sont relativement répandus dans la croûte terrestre. Il se trouve que, en Chine, on a l'avantage de les avoir relativement proches de la surface. C'est ce qui fait aujourd'hui que la Chine est le producteur numéro 1. À côté de ça, il y a de la prospection qui est faite, il y a du démarrage de production ailleurs dans le monde, et il y a fort à parier que les autres pays du monde ne laisseront pas la Chine avoir cette hégémonie pendant très longtemps. Autre chose, le lithium et le cobalt ne sont pas des terres rares. Ils ne sont pas à classer dans ces mêmes matériaux. Je vois venir les trolls en commentaire. Ce ne sont pas des matériaux rares, ce sont des matériaux stratégiques aujourd'hui parce qu'on en a besoin dans notre technologie. Maintenant, juste pour info et confidentiellement, le cobalt est aussi utilisé dans la production pétrolière et dans le raffinage du charbon. Je vous mets les liens en description, mais pour les trolls pro-énergie fossile, allez vous renseigner. Revenons à notre moteur synchrone. Très efficace à basse vitesse et pour des vitesses de rotation moyennes, le moteur synchrone sera gourmand à haut régime et à haute puissance. Et comment je peux dire ça? Est-ce que j'ai des preuves? Eh bien, demandez par exemple à Ludovic. Je vous en ai parlé dans la vidéo sur sa Model S qu'on est allé chercher, là, en fiche. Allez-y si vous ne l'avez pas vu. Mais il nous dit bien qu'au-delà de 110 km/h, une Leaf, ça consomme énormément. Sur l'épisode de la Ioniq à Christophe, on a le même sous-entendu. La voiture à moteur synchrone sera donc efficace tant qu'on aura une conduite extrêmement cool. Le gros avantage du moteur synchrone, et c'est surtout pour cela qu'il a été adopté par la grande majorité des constructeurs, c'est qu'il est très peu cher à produire. Il est très facile à gérer électroniquement, il n'y a pas besoin d'électronique de puissance très fine, et ça fonctionne plutôt pas mal. Autre avantage de ce type de moteur, c'est qu'il chauffe peu. Pour un véhicule tel que la Porsche Taycan, par exemple. Ce moteur-là a tout son sens techniquement. Parce que Porsche a voulu un véhicule sur lequel on pouvait tirer à fond en permanence. Seul le moteur à aimant permanent permettait cela à l'époque, mais au prix d'une efficacité moindre. Et c'est là qu'on se retrouve avec des autonomies catastrophiques, comme le démontrent les tests PA de la Porsche. La Jaguar E-Pace ou l'Audi e-tron ont les mêmes problèmes. Dès qu'on dépasse un tant soit peu une vitesse moyenne relativement basse, il va consommer à mort. On commence à voir quelque chose qu'on n'avait pas forcément imaginé au départ, l'importance du moteur plutôt que l'importance de la batterie. Dans notre imaginaire, on peut penser que l'avancée technologique, elle est sur la batterie, et en fait, elle est tout autant sur le moteur. Tesla l'a très bien compris dès le départ, puisque le moteur synchrone, ils n'en ont pas voulu. Tesla avait rencontré également le même problème et il a voulu améliorer son moteur. Il ne disposait pas effectivement de néodyme ou de dysprosium et le rotor était plutôt gros du coup. Donc il a voulu réduire la taille de son moteur et il a créé le moteur asynchrone. En remplaçant l'aimant permanent par un bloc métallique, il a créé une induction, c'est-à-dire que le rotor, soumis à un champ magnétique, va être traversé par un courant électrique qui lui-même va créer un champ magnétique inverse du premier,
créant une répulsion et donc une rotation. La gestion électrique de ce moteur nécessitant d'allumer et d'éteindre les différents enroulements qui composent le stator impose un réglage un peu plus fin. Plus compact que le moteur à aimant permanent, le moteur à induction chauffe plus et consomme nettement plus à bas régime. À haute vitesse, il est en revanche plus efficace et il n'est pas limité par la vitesse de rotation du champ magnétique. Sans gestion électronique de la commutation des enroulements, le moteur à induction avait un rendement tellement faible qu'il a été abandonné. Encore une fois, l'informatique et la Silicon Valley ont pu ressusciter cette technologie parce que la gestion nettement plus fine appliquée à ce type de moteur permettait d'arriver à des rendements relativement intéressants. Voilà pourquoi Tesla les a utilisés dans les modèles S et X. Cher à produire parce que le cuivre est un matériau très onéreux, les moteurs de ces deux modèles sont pourtant le summum de ce qu'on peut réaliser avec un moteur asynchrone, avec un rendement de 88%. D'autres constructeurs ont essayé d'utiliser ce moteur pour se différencier et pour voir jusqu'où ils pouvaient aller, comme Renault avec la Twizy sur une petite application, ou alors la Mia. L'histoire aurait pu s'arrêter là, et certains l'ont cru lorsqu'Elon Musk a annoncé qu'il revenait à des moteurs à aimant permanent pour le modèle 3. Pour beaucoup, le changement de stratégie de Tesla était un aveu d'échec du moteur à induction et surtout de son coût trop élevé. Sinon, pourquoi Musk ferait-il machine arrière avec un produit moins efficace? Alors comment expliquer que dès les premiers essais du modèle 3, celle-ci s'est révélée plus efficace encore que les modèles S et X à moteur à induction? Plus fort, comment comprendre que les modèles S et modèle X équipés du moteur arrière de la modèle 3 soient plus efficaces que leurs homologues à induction? Il y a un truc qu'on n'avait pas saisi visiblement. De manière évidente, on avait raté quelque chose. Et je vais vous expliquer ce qu'on avait raté. Lorsque la voiture a été présentée avec une motorisation à aimant permanent, il n'y a pas eu de levée de bouclier. Donc Musk a simplement laissé enterrer le truc et s'est dit que ça allait passer crème. Lors des premiers essais de la voiture issue de production, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Parce qu'un moteur à aimant permanent ne pouvait pas donner les résultats donnés par Tesla. Alors, on s'est dit que c'était peut-être la batterie dont la taille avait été agrandie, sans le dire. En fait, la batterie était plus petite que celle qu'on escomptait et l'efficacité encore meilleure. Waouh! Tesla n'ayant pas l'habitude de ne pas répondre aux questions, ils ont bien répondu que oui, c'était un moteur à aimant permanent avec une nouvelle technologie. Un moteur à induction à aimant permanent. Cette déclaration faite par Musk est totalement passée inaperçue parce qu'il s'agissait au même moment de produire la voiture en suffisamment grand nombre pour répondre aux demandes des clients. On parlait plus de banqueroute de Tesla plutôt que de la technologie de ses moteurs. Ça ne faisait pas recette. Et pourtant, c'était le nerf de la guerre. On se retrouve avec un moteur ayant les deux technologies, à savoir l'induction et l'aimant permanent. En fait, l'architecture de base n'est reprise ni de l'un ni de l'autre. Il s'agit d'une autre technologie appelée le moteur à réluctance variable. Derrière ce terme barbare se cache une architecture où le nombre d'enroulements magnétiques du stator est différent du nombre d'enroulements magnétiques du rotor. En tant que tel, ce moteur n'est pas très utile. En revanche, il va avoir plusieurs avantages pour d'autres applications que l'automobile. En lui mettant un aimant permanent au niveau du rotor, on va pouvoir créer ce qu'on appelle un moteur pas à pas. Dès qu'on va couper le courant, il va s'arrêter dans une position bien précise et on va pouvoir déterminer des pas de rotation qui sont très précis. Et du coup, on va pouvoir les utiliser par exemple dans un robot, dans une machine-outil où on va devoir indexer un plateau. On va pouvoir également indexer plus facilement la vitesse et la position du moteur. Tout ceci fait que les moteurs à réluctance permanent ou moteurs pas à pas sont utilisés dans toute l'industrie. Pour l'automobile, par contre, ils ont un énorme défaut, celui d'avoir un couple variable en fonction de la position angulaire du rotor. Cela veut dire que sur une rotation du moteur, on va avoir une variation de couple, ce qui va induire des vibrations et donc des pertes de charge et des pertes de rendement. Il va falloir donc être parfaitement fin pour commuter les différents enroulements et éviter ce genre de problème.
Encore une fois, c'est l'électronique de puissance de Tesla qui va faire la magie à ce niveau. Mais pas seulement. En 2011, une expérience faite sur ce moteur a démontré que l'utilisation d'aimants en néodyme dysprosium au niveau du stator permettait de réduire de 30% ces variations de couple et d'augmenter de la même quantité le rendement du moteur. En utilisant un acier au silicium, ou aussi appelé acier électrique aux États-Unis, on va avoir un moteur qui va être diablement efficace. Compliqué à mettre en œuvre au départ, compliqué à mettre au point, mais une fois qu'il fonctionne bien, il écrase tout le monde en termes de rendement. On arrive à des rendements de 95% aujourd'hui sur ce moteur-là. Donc Tesla dispose d'un moteur plus compact, plus léger, moins cher à produire que ceux des modèles S et X. L'autre particularité de ce moteur, c'est qu'il est très efficace de très bas régime jusqu'à très haut régime. Donc on n'aura pas besoin de boîte de vitesse et de complications à la mode ZF allemande. Dernier avantage et non des moindres, la quantité de terres rares nécessaire à leur présence dans le stator est nettement moins importante que pour un moteur à aimant permanent. Ce moteur n'est toutefois pas parfait parce qu'il reste des vibrations et du coup, un petit peu plus de bruit que sur un moteur à induction classique. Certains constructeurs ne s'y trompent d'ailleurs pas puisqu'ils vont utiliser le même type de moteur à la fois dans des voitures ou dans des camionnettes, comme Toyota dans sa Prius ou UPS dans ses futures camionnettes de livraison électrique. Tesla n'a toutefois pas abandonné son moteur à induction, il l'utilise en combinaison avec ce nouveau moteur de la Model 3 dans tous les modèles dual motor de la gamme. En conclusion, si tous les aspects de la Tesla Model 3 sont étudiés avec soin, on peut réellement dire que son nouveau moteur à induction à aimant permanent va lui donner la capacité d'être réellement la meilleure voiture électrique de série au monde. Jusqu'à la prochaine Tesla. Sur ces bonnes paroles, je vous dis bonne route et à bientôt pour un nouvel épisode du Choucroute Garage. Salut!